quelque chose a changé dans les frappes en profondeur de l'Ukraine. Les raffineries restent touchées. Une campagne visant à priver la machine de guerre russe de son sang est toujours en cours. Mais ces frappes sont différentes, plus précises. Elles sont devenues moins étendues, car l'Ukraine vise non pas les raffineries elles-mêmes, mais les machines et composants vitaux qui sont incroyablement difficiles, voire impossibles, à remplacer pour la Russie. C'est un coup de maître de l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'a pas agi seule. L'Ukraine enlève quelque chose d'irremplaçable à la Russie, avec l'aide de 2 autres pays, la France et les États-Unis. La connexion franco-américaine a donné à l'Ukraine le mode d'emploi, étape par étape, pour frapper la Russie là où ça fait mal, et l'Ukraine continue de frapper. Tout repose sur les frappes contre les raffineries. Mais si vous avez suivi la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine, vous savez que ce type d'attaque ne date pas de 2026. En fait, 2025 a été l'année décisive pour cette stratégie en particulier. L'Ukraine s'est mise à frapper durement et à répétition le pétrole russe. À la fin de l'année, d'énormes dégâts avaient été causés. L'Ukraine avait ciblé plus de la moitié de la capacité totale de raffinage de la Russie, menant des frappes contre 21 des 38 plus grandes raffineries de Russie entre janvier 2025 et le début du mois d'octobre de la même année. Les attaques réussies augmentaient nettement. Les drones ukrainiens ont atteint leur cible, 48% plus souvent en 2025 qu'en 2024. L'Ukraine a réussi à mettre hors service environ 20 raffineries russes, et à un moment donné, et à la fin de l'année, elle aurait causé plus de 13 milliards de dollars de dégâts au secteur pétrolier russe. La stratégie était bonne, mais loin d'être parfaite. L'Ukraine avait un problème, et cela tenait à le caractère peu ciblé de ses frappes contre les raffineries. En 2025, l'Ukraine devait juste franchir la défense aérienne russe et atteindre une cible dans une raffinerie, peu importe laquelle. Allumer des incendies était l'objectif, en rendant les grands réservoirs de ces raffineries les cibles prioritaires de l'Ukraine. Un seul impact de drone et un réservoir de stockage explose, avec le feu pouvant s'étendre tout autour. Encore une fois, ça a marché. Les raffineries ont fermé le temps de maîtriser les incendies et d'effectuer les réparations. L'Ukraine frappait même les raffineries à plusieurs reprises en succession rapide pour les maintenir hors service plus longtemps. Cependant, les raffineries se remettaient à chaque fois. Après les incendies, remplacer les réservoirs et bâtiments n'était pas si difficile. Quelque chose devait changer. L'Ukraine devait rendre ses frappes plus précises. Des incendies massifs dans les raffineries faisaient sensation dans les médias. Mais à mesure que 2025 laissait place à 2026, l'Ukraine a modifié ses objectifs. Les incendies seraient un bonus. L'objectif réel de l'Ukraine est alors de mettre les raffineries à l'arrêt le plus longtemps possible. Comment y parviendrait-elle? En frappant des machines essentielles, dont les composants sont très difficiles à obtenir pour la Russie, en raison des sanctions occidentales. Un autre problème a fait surface. Les renseignements ukrainiens sont assez puissants pour pas mettre des frappes sur les raffineries. Mais des attaques aussi précises restent difficiles. L'Ukraine avait besoin d'aide à la fois pour identifier les cibles à éliminer dans les raffineries russes et pour s'assurer que ces drones puissent atteindre ces cibles en premier lieu. Cette aide est venue de 2 sources différentes, les États-Unis et la France. Dans un rapport explosif, le Financial Times a révélé que les agences de renseignement américaines et françaises fournissent à l'Ukraine l'assistance nécessaire pour cibler et transformer sa stratégie axée sur les raffineries. Les incendies ne sont plus l'objectif. Détruire les machines clés dans les raffineries est devenu l'objectif principal, et l'Ukraine y parvient avec une régularité alarmante. Il suffit de perturber les composants essentiels pour que toute la machine de guerre s'arrête. Le rôle de la France est majeur. En janvier, Emmanuel Macron a indiqué que la France fournit environ 2/3 des renseignements utilisés par l'Ukraine contre la Russie. Emmanuel Macron a souligné que la France avait pris ce rôle après une année d'incertitude entre les États-Unis et l'Ukraine, alors que l'Ukraine dépendait surtout du renseignement américain il y a un an. Actuellement, la France fournit 2/3 de ses renseignements, selon Macron. Cette déclaration suggérait que l'Ukraine cherchait à s'éloigner des renseignements américains. Ce n'était pas le cas. Emmanuel Macron aurait aussi pu préciser que la plupart du tir restant des renseignements reçus par l'Ukraine, et peut-être davantage depuis 2026 avec le rapprochement entre les États-Unis et l'Ukraine, viennent des États-Unis. Et pas n'importe quel service américain. La principale agence de renseignement du pays travaille directement avec l'Ukraine pour s'assurer qu'elle puisse mener ses frappes chirurgicales contre les raffineries russes. La CIA est impliquée. L'Ukraine tire pleinement parti de l'aide de l'agence pour obtenir un avantage en renseignement que la Russie ne peut gérer. United 24 Media rapporte que ce sont souvent des spécialistes de la CIA qui identifient la machine industrielle spécifique que l'Ukraine doit frapper.
Cet équipement doit répondre à deux conditions. Elle doit soit être incroyablement difficile à remplacer pour la Russie, soit, à défaut, presque impossible à réparer pour la Russie, en raison de son incapacité à se procurer les composants occidentaux nécessaires. Le média ajoute que les renseignements de la CIA ont également été cruciaux pour les attaques de l'Ukraine contre les entrepôts Wildberries de la Russie. Wildberries, souvent appelé l'Amazon russe, propose un portail en ligne sur lequel des entrepreneurs russes vendent et des consommateurs russes achètent. Wildberries autorise aussi la vente d'articles militaires comme drones et gilets pare-balles. C'est donc devenu une cible, une grosse cible. Avec l'aide de la CIA, l'Ukraine a attaqué 8 centres de distribution de l'entreprise, éliminant ainsi environ 860 000 m² d'espace industriel, rempli de produits au passage. En un clin d'œil, 15,4% de toute la capacité de stockage de Wildberries a été engloutie par les flammes, coûtant à l'entreprise et à ses vendeurs des milliards de dollars. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la CIA. Depuis, Wildberries a tenté de cacher les produits militaires de ses résultats de recherche, ce qui équivaut à une supplication désespérée adressée à l'Ukraine pour qu'elle cesse d'envoyer ses sanctions volantes. Cela ne fonctionnera pas. L'Ukraine sait combien Wildberries est crucial, comme fournisseur militaire et réseau logistique en Russie. Avec l'aide de la CIA, elle va continuer à identifier les installations de l'entreprise et à frapper avec une fureur incendiaire. Forbes ajoute que la CIA aide l'Ukraine en coulisses depuis très longtemps. Depuis le moment où la Russie a commencé sa campagne d'agression avec l'annexion illégale de la Crimée en 2014, la CIA collabore avec le renseignement ukrainien. Les institutions minées par la corruption ont été reconstruites et les vestiges des systèmes russes et des méthodes d'espionnage de l'ère soviétique ont été éliminés. Le résultat est un service de renseignement ukrainien aussi agile et redoutable que n'importe quel autre, soutenu par deux des nations les plus puissantes du monde. La France et les États-Unis collaborent actuellement pour soutenir l'Ukraine dans ses frappes contre des raffineries et d'autres cibles en Russie. Mais la CIA a des ramifications dans bien d'autres domaines. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie subit des attentats à la bombe et des opérations secrètes. Des généraux et dirigeants russes clés ont été éliminés. L'Ukraine ne revendique pas ces attaques, mais en est clairement responsable. Et derrière l'Ukraine, selon Forbes, se trouve la CIA. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de plus d'une décennie de collaboration, qui a atteint un nouveau niveau en 2026. Aujourd'hui, la France et les États-Unis aident des planificateurs militaires ukrainiens à définir la marche à suivre et à planifier des frappes à longue portée. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Et quel est le but recherché ? Nous allons tout révéler, y compris le rôle surprenant de la Russie dans la facilitation des frappes ukrainiennes. Mais d'abord, voici les missions militaires. Nous allons au-delà des gros titres pour découvrir la vérité. Si notre chaîne vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos quotidiennes. Le Financial Times détaille comment l'Ukraine effectue ses frappes avec l'appui de la France et des États-Unis. Le média s'est entretenu avec deux opérateurs de drones, qui ont tous deux déclaré que les ingénieurs en coulisses abattent un travail considérable avant qu'un seul drone ne quitte le sol. Ces ingénieurs choisissent les cibles selon les renseignements qu'ils reçoivent, ainsi que des analyses techniques détaillées pour planifier l'itinéraire vers la cible, la logistique de la frappe et le rôle que la cible joue dans le cadre opérationnel plus large de la guerre de l'Ukraine contre la Russie. Une fois tout ce travail accompli, les ingénieurs informent les unités de drones ukrainiennes. C'est là que les experts de l'industrie énergétique entrent en jeu, car ce sont eux qui définissent les composants spécifiques que les opérateurs ukrainiens doivent viser, en se concentrant particulièrement sur ceux que la Russie mettrait le plus de temps à réparer ou à remplacer. Comme le dit un opérateur, ces experts indiqueront aux spécialistes ukrainiens des drones où frapper, ces pipelines, cette cheminée, cette zone, cette connexion ou cette boîte, etc. Les dépôts et les unités de stockage de pétrole ne sont pas négligés, mais ils sont désormais secondaires dans la planification à long terme de l'Ukraine. Ces missions ne visent pas une seule cible et incluent toujours des mesures de contingence. Si le plan A échoue, parce que la Russie a déplacé des défenses aériennes ou protégé autrement la cible visée par l'Ukraine, alors il existe un plan B, un plan C, etc. Chaque mission intègre plusieurs objectifs pour éviter que les drones ukrainiens parcourent de longues distances inutilement. Si un opérateur ne peut atteindre sa cible principale, il vise alors des cibles secondaires ou tertiaires déjà choisies. Ici, aucune frappe n'est abandonnée. Seulement des plans de secours qui s'enchaînent pour s'assurer que les dégâts soient causés. L'Ukraine ne part jamais du principe qu'une seule frappe à longue portée suffira. C'était déjà le cas les années précédentes, mais l'Ukraine s'assure absolument de se donner la meilleure chance de frapper à plusieurs reprises n'importe quelle cible, jusqu'à ce que cette cible ne puisse plus être remise en état par la Russie. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement.
Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Cela peut se faire par le nombre de drones lors d'une frappe, ou par l'envoi d'une nouvelle vague, si l'Ukraine le juge nécessaire. Toute raffinerie visée par les frappes sanctions ukrainiennes risque d'être ciblée plusieurs fois. Si le premier drone ukrainien atteint la cible du premier coup, il reste toujours des cibles secondaires et tertiaires à détruire. Ce que nous voyons ici, c'est le démantèlement systématique des industries pétrolières et de carburant russes, soutenues par les renseignements français et américains. C'est une combinaison de choc et de pression technologique transposée à l'ère des drones. Comme le souligne le ministre ukrainien de la Défense par intérim, Yevgeny Kamara, l'Ukraine peut et doit renforcer cette approche pour infliger un maximum de dégâts à la machine de guerre russe sur le territoire de Poutine. La Russie n'en voudra pas. Elle a déjà assez de problèmes avec l'ampleur actuelle des frappes ukrainiennes. Les attaques de l'Ukraine contre les raffineries russes en 2026 ont été bien plus efficaces que celles de 2025, provoquant ainsi une crise du carburant qui a touché l'ensemble du pays. À la fin juillet, la production de carburant russe avait chuté jusqu'à 40% en raison de l'arrêt prolongé des principales raffineries. Tout cela est dû à la précision accrue de l'Ukraine. Une frappe qui auparavant aurait arrêté une raffinerie quelques jours exige désormais des semaines, voire des mois, pour que la Russie s'en remette. Les ventes d'essence sont limitées dans plus de 40 régions russes. Le raffinage du pétrole russe a chuté de 25% d'une année sur l'autre, atteignant son niveau le plus bas depuis 20 ans. Et la production d'essence dans le pays a diminué de 17%. United 24 Media l'a révélé dans un rapport du 2 juillet. Pendant ce temps, la Russie doit trouver un moyen de gérer son pic de demande intérieure en carburant, qui survient généralement entre août et septembre. Combiner des drones ukrainiens aux renseignements américains et français, et cela crée un cocktail mortel que la Russie doit avaler. Mais un autre ingrédient s'ajoute à ce mélange. Une touche de vodka russe, fournie involontairement par la Russie via son ex-empire soviétique. Que signifie cela ? À propos des frappes ukrainiennes, l'ex-ministre de la Défense et président du Centre pour les stratégies de défense à Kiev, Andriy Zagorodniuk, dit « Nous voyons la Russie comme un système. Comprendre ce système aide à repérer les parties critiques où l'effet est majeur. Choquer le système en lui arrachant le cœur et le cerveau, et il s'effondre. Au-delà des renseignements occidentaux, l'Ukraine sait précisément comment provoquer ces chocs à cause de la Russie. La Russie et l'Ukraine partagent des systèmes énergétiques similaires, conçus à l'époque soviétique et toujours employés en Ukraine. Ainsi, l'Ukraine connaît précisément les procédés industriels des raffineries russes, leur vulnérabilité opérationnelle et la disposition de leurs équipements. L'Ukraine n'a qu'à regarder sa propre infrastructure énergétique pour savoir où frapper à l'intérieur de la Russie, quel nœud mettre hors ligne. Quand les États-Unis et la France s'impliquent pour ajouter le quoi au où, la Russie se retrouve dans la position embarrassante d'être l'architecte de sa propre chute, à cause de la construction de l'Empire soviétique qui a inspiré Poutine. C'est une ironie cruelle pour la Russie, car l'Ukraine a appris d'elle, au cours de cette guerre, combien les frappes sur les infrastructures énergétiques peuvent être dévastatrices. Malheureusement, nous apprenons des Russes, déclare Zagorodniuk au Financial Times. Ils nous font exactement la même chose ici, ajoute-t-il. La différence essentielle, c'est que l'Ukraine peut obtenir ce dont elle a besoin auprès de ses partenaires occidentaux pour effectuer les réparations et remplacer les équipements endommagés. La Russie, elle, ne le peut pas. Elle est bloquée, isolée et entourée par une mer de sanctions qui l'empêche d'obtenir les composants occidentaux dont elle aurait besoin pour réparer rapidement les dégâts causés par l'Ukraine. La Russie devient désespérée. Dans un rapport du 3 juillet, Vladislav Vlasiuk, qui est le conseiller du président ukrainien et représentant pour la politique de sanctions,
a indiqué à UKR Inform que la Russie dépend désormais de la Chine pour ses composants. Vlasiuk explique que le problème est la fiabilité des contrefaçons chinoises. L'exemple le plus parlant concerne les modules de navigation et certains microcontrôleurs très précis. Souvent les Russes ont dû utiliser des composants alternatifs, moins performants, ou nécessiter d'importantes refontes des systèmes. Notre tâche est de rendre ce processus aussi difficile et coûteux que possible, a déclaré Vlasiuk. Un phénomène similaire aura lieu dans les raffineries russes. Cela sert le plan d'Ukraine. Un composant contrefait fragile peut imposer des refontes, comme avec les missiles russes, et causer des pannes remettant les raffineries à l'arrêt. La Russie n'a pas d'alternative. Elle doit choisir des composants de mauvaise qualité ou rien. Et elle doit choisir la première option. Quant à ce qui va se passer ensuite, la situation ne fera qu'empirer pour la Russie à partir de maintenant. Le flux de renseignements français et américains ne va pas être réduit, ce qui signifie que les drones ukrainiens ne vont pas s'arrêter là. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Ils vont bel et bien quelque part, et ce quelque part, c'est bien plus loin en Russie que Vladimir Poutine ne l'aurait jamais imaginé. À mesure que la technologie des drones ukrainiens s'améliore, ils sont capables de frapper plus loin. Cela lui permet de mieux exploiter les renseignements occidentaux pour causer plus de dégâts. L'Ukraine peut maintenant viser toute cible en Russie européenne. Ses meilleurs drones peuvent parcourir plus de 3000 km. Et elle développe de nouveaux systèmes longue portée, capables de frapper plus loin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que des drones avec une portée de plus de 5000 km sont envisagés et pourraient être disponibles pour les opérateurs ukrainiens d'ici là, fin 2026. En 2027, l'Ukraine espère avoir des drones pouvant parcourir 10 000 km. Davantage de cibles sont alors accessibles, ce qui est très mauvais pour la Russie. L'Ukraine reste néanmoins vigilante, tout comme elle a capitalisé sur ses succès de 2025, avec une stratégie plus affinée, pardonnez le jeu de mots. Elle prévoit de s'appuyer sur ce qu'elle a accompli jusqu'à présent, au cours de cette année. Volodymyr Zelensky tient régulièrement des réunions avec ses principaux responsables militaires, pour mettre à jour les listes de cibles et définir de nouvelles priorités. Vers la fin juillet, un nouveau plan pour des frappes en profondeur a été approuvé, ce qui a conduit Volodymyr Zelensky à donner son feu vert pour de nouvelles frappes. Seuls les plus hauts responsables ukrainiens savent ce qui sera frappé, volontairement. Moins la Russie en sait, moins elle peut faire face aux attaques ukrainiennes avant l'arrivée des drones. Si nous étions parieurs, nous dirions que la plupart des cibles ukrainiennes sont choisies selon les renseignements fournis par la France et les États-Unis. La Russie ne peut pas s'en défendre efficacement. Le pays est si vaste qu'il est impossible de protéger chaque site militaire des drones ukrainiens. Cette immensité, autrefois un atout contre les invasions, est devenue un lourd fardeau pour le Kremlin. Poutine et ses acolytes doivent désormais sans cesse ajuster les défenses aériennes, anticiper ce que l'Ukraine pourrait frapper et y déplacer les défenses aériennes, exposant ainsi d'autres sites. C'est un jeu de priorisation que la Russie n'aurait jamais imaginé devoir jouer, et ce jeu tourne à l'avantage de l'Ukraine. Les drones ukrainiens frappant des raffineries en Sibérie obligent la Russie à faire face à de nouveaux choix. Si les portées étendues dont parle Volodymyr Zelensky se concrétisent plus tard dans l'année et jusqu'en 2027, les défenses russes, déjà sous tension, devront être étirées jusqu'au point de rupture. La distance n'est plus un facteur pour l'Ukraine. La Russie n'a plus d'arrière stratégique. Il ne reste que des centaines de cibles, tout à portée, ou bientôt à portée, des drones ukrainiens. C'est la nouvelle réalité de la Russie. La CIA et les services de renseignement français se sont alliés à l'Ukraine pour éroder la machine de guerre russe. Les casse-couilles volent presque tous les jours maintenant. Et à chaque fois qu'ils frappent, que ce soit contre une machine cruciale dans une raffinerie ou une base militaire censée être en zone sécurisée, Poutine doit encaisser un nouveau coup dans l'entrejambe. Finalement, la Russie sera mise à genoux, une superpuissance militaire réduite à une épave tremblante, perdant du pétrole et du carburant par tous les orifices. La brillante collaboration entre l'Ukraine et ses partenaires français et américains se manifeste chaque semaine. Les frappes contre Wildberries ont dominé l'actualité en juillet, grâce au renseignement occidental et à la puissance de feu ukrainienne. La guerre en Ukraine a été une humiliation pour l'armée de l'air russe. Déjà pratiquement chassée d'Ukraine elle-même, après la perte de centaines d'avions et d'hélicoptères, cette armée de l'air a été réduite à n'attaquer que depuis l'arrière des lignes. Même le meilleur avion de chasse de la Russie, le Sukhoi 57, a pratiquement été inexistant dans les combats. Donc, l'Ukraine avait un défi à relever. Comment neutraliser un Su-57 lorsqu'il se trouve à l'intérieur de la Russie? La réponse, c'est grâce à une astuce de génie qui a poussé la Russie à abattre son propre avion de chasse. Comme un cheval de Troie, cette ruse a trompé la défense aérienne russe pour qu'elle vise ce qu'elle ne devait jamais abattre. Quant au Sukhoi 57, disons simplement qu'il ne vole plus. Les premiers rapports étaient vagues. Le 23 juillet,
Euromidon Press a annoncé qu'un avion de chasse russe, d'abord signalé puis confirmé plus tard comme étant un Sukhoi 57, s'était écrasé dans l'oblast de Moscou. Aucune victime n'a été signalée, car le pilote s'est éjecté, et l'avion ne s'est pas écrasé dans une zone habitée. L'incident s'est produit à 13h50, dans le district d'Odintsovo, qui se trouve à environ 65 km à l'ouest de Moscou et près de Zvenigorod. Des photos ont vite circulé, montrant l'épave en feu de l'avion dans un champ. La Russie est restée muette. Elle a seulement indiqué qu'un avion d'entraînement au combat s'était écrasé au décollage, que le pilote s'était éjecté et qu'aucun dégât au sol n'avait été signalé. Plus tard, certains ont affirmé qu'une défaillance technique du jet avait provoqué l'accident. Le comité d'enquête russe a également ouvert une affaire pénale en vertu de la loi qui couvre les violations des procédures de préparation au vol et des règles en vol. Le Su-57, qui s'est écrasé, était un cas intéressant. Il semble probable qu'il était basé à la base aérienne de Kubinka, qui est la plus proche de Zvenigorod, se trouvant à seulement 30 km au sud-ouest de la localité. La Russie utilise cette base pour des vols d'évaluation, de démonstration, et accueille aussi des équipes de voltige, Swift et Chevalier russes. Depuis cette base, la Russie aime présenter son soi-disant chasseur de 5e génération, ainsi que mener des essais. La plupart des autres Su-57 ne sont pas du tout près de cette base. Ils ont été repliés sur la base aérienne de Gyeonggi, qui est tellement loin dans l'extrême-orient russe qu'elle se trouve à environ 5000 km des lignes de combat en Ukraine. C'est déjà très humiliant pour la Russie. Elle doit garder son meilleur avion de chasse loin de l'Ukraine par peur des drones. La Russie a perdu l'un des rares Su-57 à portée de l'Ukraine. Est-ce qu'un drone a causé les dégâts ? Le chasseur russe a-t-il subi la panne technique invoquée par la Russie ? Il s'avère que ni l'un ni l'autre. Un événement encore plus embarrassant est survenu. Un incident de tir ami qui porte clairement la marque de l'Ukraine. Les rumeurs ont rapidement commencé à circuler, et elles allaient à l'encontre des affirmations de la Russie, selon lesquelles une simple défaillance technique sur l'un des avions de chasse les plus avancés au monde aurait fait s'écraser le Su-57, juste à l'extérieur de Moscou. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui ont lancé ces rumeurs. Les blogueurs militaires russes ont été parmi les premiers à douter de la version du ministère russe de la Défense. Le blogueur Romanov a été parmi les premiers à s'interroger sur ce qui s'était vraiment passé. Publiant sur Telegram, avec une photo du jet abattu. Plusieurs questions doivent être posées à l'équipage de la défense aérienne Bars de Moscou. Un autre blogueur militaire nommé Arrowsmap a carrément déclaré que le Su-57 avait été abattu par les propres défenses aériennes de la Russie, et a ouvertement supposé qu'un équipage utilisant un lance-missile portatif pourrait avoir causé les dégâts. Les choses ont commencé à se compliquer. Des questions ont émergé, et les blogueurs militaires russes notent que la Russie est dans une situation délicate. Un incident de tir ami a peut-être été enregistré, ce qui est mauvais, mais retirer les Su-57 restant près de Moscou serait encore pire. Un cauchemar pour les défenses aériennes de la ville. Les défenses aériennes traditionnelles ne peuvent pas non plus être retirées. Les perdre laisse Moscou exposé, et cette ville, ainsi que le territoire environnant, a déjà fort à faire avec les frappes de drones ukrainiens au cours des derniers mois. Ces rumeurs ont attiré l'attention sur les défenses aériennes Bars de Moscou. Comme le rapporte Aerospace Global News, Bars signifie réserve de l'armée de combat, ce qui nous indique que la Russie utilise des réservistes pour servir ses défenses aériennes. Des milices privées et des volontaires civils ont opéré autour de Moscou, la plupart étant armés de systèmes de défense aérienne portables, ou manpads, pour abattre les drones volant à basse altitude. Un autre rebondissement dans cette histoire. La perte du Su-57 russe est passée d'une défaillance technique ayant abattu le chasseur à un réserviste ayant visé le Su-57 avec un manpads et l'ayant abattu. Il s'est avéré que Bars Moscou semble avoir joué un rôle. Mais l'histoire ne se résume pas à un réserviste paniqué tirant sur un Su-57. Ce qui paraissait d'abord être un dysfonctionnement, puis une erreur, est en fait bien plus préoccupant pour Poutine et ses sbires. Ce qui s'est passé à Odintsovo n'était aucun des deux. Il s'agissait d'un cas de possession de l'Ukraine, prenant le contrôle des défenses aériennes russes, tel un cheval de Troie, puis les utilisant contre l'un des avions de chasse les plus précieux de la Russie. Ce sont peut-être les défenses aériennes russes qui ont abattu le Su-57, mais c'est l'Ukraine qui a visé. Selon informe Napalm. Le canal Telegram est une chaîne d'analyse et d'investigation militaire qui utilise des renseignements humains, cybernétiques et de sources ouvertes pour révéler la réalité des opérations militaires. Affirme que ce n'était pas une erreur russe. L'Ukraine a réussi un tour de force ingénieux contre la Russie en utilisant une petite armée de hackers. À la suite d'une influence cognitive complexe et d'une invention cybernétique, il a été possible d'influencer le travail de l'équipe de défense aérienne de la formation Bars Moscou et de transformer le circuit de défense aérienne russe
en un outil pour abattre ses propres avions, a rapporté la chaîne. Ce qui a suivi, c'est une analyse intéressante de ce qui est réellement arrivé au Su-57 russe. Inform Napalm dit que l'histoire commence en réalité le 17 juillet. À ce moment, la chaîne a annoncé traiter une nouvelle série de documents interceptés chez les occupants russes. Parmi ces documents se trouvaient des flux vidéo du terrain d'entraînement même, d'où le Su-57, condamné à décoller. Ce qui a révélé que la Russie formait l'équipe de son système BARS, Moscou, à intercepter des drones ukrainiens à longue portée. Inform Napalm n'a pas gardé ces documents interceptés pour lui. Il les a transmis, accompagnés d'une note analytique, aux composantes concernées des forces de défense de l'Ukraine. Cette note présentait des données sur les procédures de formation du personnel mises en place par la Russie, les algorithmes de combat, le matériel et les logiciels employés, ainsi que les failles possibles du système de défense aérienne BARS Moscou. En d'autres termes, Inform Napalm a remis les clés du château de la base aérienne de Kubinka. L'Ukraine utilise désormais ces clés pour ouvrir les défenses aériennes de la base. Les informations reçues ne servaient pas seulement à observer l'ennemi, des méthodes ont été trouvées qui ont permis d'influencer le travail de l'une des équipes BARS Moscou et d'utiliser le système créé par les Russes contre la cible russe. Inform Napalm rapporte. Peu de temps après, un Su-57 s'est écrasé dans un champ près de la base. La victime d'un tir ami qui semble avoir été causé par des hackers ukrainiens ayant pris le contrôle d'un système de défense aérienne censé protéger Moscou. C'était bien un problème technique. Mais Moscou ne va pas révéler ce dysfonctionnement de sitôt. Le Su-57 volait parfaitement. Ce sont les défenses aériennes qui étaient censées protéger le chasseur et tout ce qui l'entourait qui ont déraillé. La Russie vient de perdre un appareil dont le coût est estimé à environ 100 millions de dollars, parce qu'elle n'a pas su protéger ses systèmes informatiques contre les hackers ukrainiens. Ces hackers ont trouvé une faille, ils ont manipulé le système BARS Moscou et en un éclair, le meilleur chasseur russe a été touché. Voilà la vraie histoire. Mais c'est là que cela devient intéressant, car derrière la difficulté réelle de la Russie à protéger ses systèmes informatiques des hackers ukrainiens, se cache un problème bien plus important. Ce problème montre à quel point la force aérienne russe est pathétique, et dévoile la réalité derrière ce que Poutine a présenté comme le meilleur avion de chasse du monde. Avant d'aller plus loin, petit rappel, vous regardez l'émission Militaire. Nous dévoilons les histoires derrière les titres. Si cette chaîne vous apporte des éclairages, abonnez-vous et activez les notifications pour voir nos prochaines vidéos dès leur sortie. Commençons par les avions russes abattus. Tellement d'avions abattus. Le Su-57, que l'Ukraine vient de pousser les défenses aériennes russes à abattre, est le dernier d'une longue série de chasseurs, bombardiers, avions espions et hélicoptères que la Russie a perdus lors de son invasion de l'Ukraine. En fait, cette destruction survient juste après un incident récent où l'Ukraine a réussi à abattre un Su-35 flanker russe en combat aérien à l'aide d'un F-16. Cela n'est pas censé être possible. Le Su-35 devrait battre le F-16 dans un combat direct, mais il a échoué. On dirait presque que les affirmations de la Russie concernant ses avions de chasse ne peuvent pas être confirmées dans des situations de combat réels. Nous en reparlerons plus tard, dans le contexte du Su-57. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a désormais perdu 439 avions et 354 hélicoptères depuis que Poutine a lancé son invasion. Si vous cherchez à comprendre pourquoi la Russie n'a pas utilisé sa puissante force aérienne, qui selon Global Firepower dispose de 4237 appareils, dont 2754 sont prêts au combat. Alors, voici votre réponse. L'Ukraine abat toujours les appareils aériens russes, qu'ils soient en Ukraine ou cachés en Russie. Le Sukhoi 57, qui brûle maintenant dans un champ près de Moscou, n'est pas le premier que la Russie perd dans ce conflit. En juin 2024, l'Ukraine a réussi à endommager 2 d'entre eux lors d'une attaque de drones sur la base aérienne d'Akhtubinsk. Et au printemps 2026, des drones ukrainiens ont atteint la base de Chargol, près de l'Oural, détruisant une autre paire de Sukhoi 57, ainsi qu'un Sukhoi 34 et un autre chasseur de Sukhoi dont le modèle n'a pas été précisé. Ce n'est pas la première fois que la Russie abat ses propres appareils, mais c'est la première fois qu'une manipulation confirmée de ses défenses aériennes par des hackers ukrainiens a lieu. Un nombre non négligeable de pertes aériennes russes sont survenues à cause des défenses aériennes russes qui ont pris pour cible leurs propres appareils. Aerospace Global News indique que le nombre d'appareils russes abattus par la Russie n'est pas confirmé, mais sans doute supérieur à 10. Nous savons avec certitude que la Russie elle-même a attribué plusieurs incidents à des tirs amis, y compris pour une paire d'appareils de veille radar et de commandement A50U Mainstay abattus par tir ami.
Cependant, il reste à voir si le Kremlin préfère évoquer des tirs amis plutôt qu'admettre une frappe ukrainienne réussie. À la fin de 2024, les défenses aériennes russes ont abattu le vol 8243M, Embraer 190 d'Azerbaïdjan, au-dessus du sud de la Russie. L'incident aurait eu lieu lors d'une attaque de drone ukrainien. Les défenses aériennes étaient actives. La Russie a aussi frappé un avion d'Aeroflot en provenance de Biélorussie en juillet 2025. Bien que cet avion ait réussi à atterrir en toute sécurité à Moscou, après avoir essuyé des tirs de DCA. Euromiden Press fait encore grimper le bilan des victimes des tirs amis. Su-27, survolant la Crimée occupée, a été abattu par les propres tirs russes en mars 2024. En 2023, au-dessus de Tokmak, les Russes ont abattu un de leurs pilotes de Su-35, avec un système S-300. Et près de Moscou, les défenses aériennes russes ont ouvert le feu contre leurs propres hélicoptères, en 2025, après les avoir pris pour des drones. On dirait que l'Ukraine n'a même pas eu à pirater les défenses aériennes de Bars-Moscou. Attendez suffisamment longtemps, et la mauvaise coordination entre les équipages de la défense aérienne russe et les aviateurs aurait fait le travail à leur place. Puis, nous abordons le Su-57 russe, et une question encore non posée. Comment Bars et Moscou a-t-il réussi à abattre le chasseur ? Ne me parlons pas ici du piratage. Le Su-57 est censé être un chasseur furtif de 5ème génération, comparable aux appareils américains comme le F-35 et le F-22. Poutine l'a même dit lui-même, le Su-57 est censé être le meilleur avion de chasse du monde. Si la Russie dit vrai, le chasseur aurait été presque invisible au radar de la défense aérienne, le rendant quasi impossible à abattre pour Bars-Moscou. Cela nous amène à tirer l'une des deux conclusions. La première est que Bars-Moscou est tellement efficace qu'il est capable d'abattre l'un des meilleurs et des plus furtifs chasseurs du monde. La Russie ne s'opposerait pas à cette conclusion, mais il est difficile de l'affirmer alors que l'Ukraine a multiplié les frappes de drones près de Moscou ces derniers mois. Si Bars-Moscou est vraiment aussi efficace que cet incident de tir ami forcé le laisse penser, Moscou devrait être bien plus sûr qu'elle ne l'est actuellement. La seconde conclusion est la plus intéressante. Le Su-57 n'est peut-être pas à la hauteur de ce que Moscou prétend. Selon le corps de défense globale, la destruction de cet avion par un système de missiles de l'époque soviétique montre encore une fois qu'il n'est pas un avion furtif de 5ème génération. Notez l'emploi du mot « encore ». Des questions sur le Su-57 et ses capacités furtives présumées ont déjà été soulevées. En décembre 2022, le club Aviation Geek a publié un rapport accablant, révélant que les Su-57, bien qu'ils soient présentés aux acheteurs potentiels comme des chasseurs furtifs, ne s'approchent même pas des équivalents américains. Le média a révélé que les F-22 et F-35 ont tous deux une surface équivalente radar, ou SER, entre 1000 et 10 000 fois plus petite que celle des Su-57. Même le F-117, retiré du service, qui a été développé dans les années 1970 et qui est le premier avion furtif opérationnel, a une surface équivalente radar bien plus petite que celle du Su-57. Il y a toutes sortes de raisons à cela, allant des armes transportées à l'extérieur du Su-57, au fait que ce chasseur n'est guère plus qu'une version améliorée du Su-27. Mais au final, cela revient à dire que la Russie est incapable de construire un avion de chasse furtif. Bien sûr, elle prétendra qu'elle en est capable, mais la surface équivalente radar du Su-57 n'est pas un accident. C'est ce que la Russie cherchait à obtenir, et on est encore loin d'une véritable furtivité. C'est humiliation sur humiliation pour Moscou à ce stade. Un Sukhoi 57 s'est écrasé, c'est déjà grave. Puis il a été révélé que les propres défenses aériennes de la Russie ont abattu le chasseur. Ensuite, nous avons découvert que des hackers ukrainiens ont infiltré le système de défense aérienne russe comme un cheval de Troie. De plus, un Sukhoi 57 n'est même pas censé être repéré par ses défenses, qui l'ont pourtant abattu. Le soi-disant meilleur chasseur du monde de la Russie vient d'être exposé. Remplacer ce chasseur perdu ne sera pas facile pour la Russie. Le Global Defense Corps affirme que l'armée de l'air russe ne disposerait que d'environ 3 douzaines de Sukhoi 57 en service. Et le Kremlin peine à en construire plus, sans doute à cause des sanctions occidentales. La Russie essaie également de vendre des Sukhoi 57, bien que la seule vente enregistrée jusqu'à présent soit à l'Algérie. Il y aura peu de ventes après que l'Ukraine a révélé que le Sukhoi 57 n'est qu'un chasseur de 4ème génération modernisé, incapable d'échapper à des systèmes de défense aérienne conçus il y a des décennies. Réfléchissez à ce que pensent les habitants de Moscou actuellement. Leur région est attaquée, les drones ukrainiens volent, et il est clair que même les énormes systèmes de défense aérienne déployés autour de Moscou ne suffisent pas à les arrêter. L'Ukraine a frappé la région de Moscou à plusieurs reprises en 2026, y compris une attaque fin juin qui a visé un centre satellitaire dans l'oblast. Les drones ukrainiens ont aussi attaqué l'entreprise Wildberries, qui est souvent considérée comme la version russe d'Amazon,
et qui a aussi une activité annexe dans la vente de drones, d'équipements militaires et de composants à double usage. Les moscovites qui utilisent Wildberries, qu'ils soient acheteurs ou entrepreneurs dépendants du service, paniquent alors que les entrepôts brûlent et que des milliards de dollars de stock disparaissent. Selon Reuters, les habitants de Moscou ne sont également épargnés de la crise du carburant qui secoue actuellement la Russie que parce que le carburant est réacheminé de la Sibérie vers Moscou. Cette demi-mesure ne marchera qu'un temps, avant que les moscovites, comme les autres Russes privés des privilèges de la ville dorée de Poutine, fassent la queue des heures aux stations-service. Ils voient désormais les défenses aériennes de Moscou échouer, au point d'abattre les chasseurs ultra-modernes que Poutine vantait comme les meilleurs au monde. Que pensent ces gens ? La guerre lancée par Poutine est venue à leur porte, et il devient clair que l'Ukraine ne fait que se renforcer. Les drones en sont la preuve. L'Ukraine peut désormais pirater les défenses russes et les forcer à tirer sur leur propre matériel. Cela pourrait-il se reproduire ? Quelle prochaine cible l'Ukraine pourrait-elle imposer à ses défenses ? Ce sont forcément les questions qui tourbillonnent dans l'esprit des moscovites, qui peuvent voir, plus clairement que jamais, que leur grand protecteur Poutine ne peut rien faire pour les protéger. C'est exactement ce que veut l'Ukraine. La prise de contrôle remarquable des défenses aériennes russes autour de Moscou est un coup de maître, avec des conséquences dévastatrices pour un Su-57. Mais le message transmis par l'Ukraine avec ce cheval de Troie est encore plus précieux. Chaque jour, la guerre de Poutine s'approche de la ville autrefois considérée comme intouchable. Combien de temps les moscovites toléreront-ils cela avant de vraiment s'interroger sur leur président et l'armée qu'il a créée ? Alors que l'Ukraine est en sa campagne à longue portée, elle fait face à un défi. Cette campagne est déjà efficace, mais l'Ukraine veut que davantage de drones atteignent leur cible, et pour cela, elle doit s'attaquer aux défenses aériennes russes. Trop de drones ukrainiens sont déviés de leur trajectoire ou détruits par ces défenses. Moins les défenses aériennes russes sont efficaces, plus la Russie brûle. C'est un concept simple, et maintenant le Royaume-Uni a fourni à l'Ukraine la solution à son problème. Vous n'allez pas croire ce que le Royaume-Uni vient d'offrir à l'Ukraine. Une arme façon Harry Potter, conçue par les Britanniques, pourrait bien devenir la prochaine grande innovation dans la guerre. L'Ukraine veut ramener la Russie à l'âge de pierre, et c'est désormais possible. Pourquoi ? Le Stone Cloak arrive. Le 26 juillet. Le Télégraphe a rapporté que le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham, a annoncé qu'il allait signer un nouvel accord avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre dans un chantier naval. Et ce sera la preuve que le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine dans la défense de son territoire contre la Russie reste inébranlable, déclare Burnham. Donc, un nouveau pacte attend d'être signé. Quel est l'enjeu ? L'importance, c'est ce que l'Ukraine va obtenir. Dans ce pacte, l'Ukraine recevra des brouilleurs de signaux conçus par le Royaume-Uni pour être intégrés dans sa nouvelle série d'armes. Appelés Stone Cloak, ces brouilleurs rendront les drones et missiles de croisière ukrainiens pratiquement indétectables pour les systèmes de défense aérienne russes. Imaginez cela comme la cape d'invisibilité de Harry Potter, mais pour des armes. C'est ce que le Royaume-Uni a promis de livrer. Mais cela va plus loin. Le Royaume-Uni ne fait pas que livrer des Stone Cloaks. L'Ukraine obtient une licence pour les produire elle-même. Les Stone Cloaks ne sont d'ailleurs pas nouveaux pour l'Ukraine. Le Royaume-Uni a déjà livré des milliers de ces brouilleurs à l'Ukraine. Cependant, ces milliers restent insuffisants. En 2026, la campagne à longue portée de l'Ukraine s'est intensifiée, avec des dizaines de milliers de drones lancés en Russie et dans les territoires occupés. C'est ce qu'il lui faut. Des dizaines de milliers de Stone Cloaks pour accompagner l'énorme quantité de drones qu'elle déploie. Grâce à cet accord, l'Ukraine obtiendra les droits de propriété intellectuelle pour une production de masse, peut-être à une échelle que même le Royaume-Uni ne peut gérer. Avant la visite de Volodymyr Zelensky, Burnham a expliqué pourquoi il avait pris cette décision. La Grande-Bretagne se tient aux côtés de l'Ukraine, épaule contre épaule, et notre soutien reste indéfectible. La Russie ne doit pas douter de notre détermination, et nous ne reculerons pas avant d'avoir obtenu une paix durable pour l'Ukraine, a affirmé Burnham. Il a ajouté « Stone Cloak incarne l'innovation britannique locale et a déjà fait ses preuves en première ligne, étant crucial pour la sécurité de nos deux pays. » Ce message s'adressait à Voldemort, Poutine, que drones et missiles ukrainiens vont bientôt devenir invisibles. Il ne peut rien y faire. Même si le Royaume-Uni veut montrer son soutien à l'Ukraine, un revers pour Poutine, qui cherche à diviser l'Europe, il y a aussi un intérêt personnel dans ce nouvel accord. L'Ukraine peut produire des Stone Cloaks. En retour,
Le Royaume-Uni peut collecter des données sur le déploiement à grande échelle d'un brouilleur qui a déjà fait ses preuves sur le front en Ukraine. Les chefs de l'armée britannique déclarent que des données sur les performances de Stonecloak seront recueillies après son déploiement massif. Ces informations serviront au Royaume-Uni pour développer ses futurs missiles et drones. Ils souhaitent surtout évaluer la version actuelle du brouilleur afin d'intégrer Stonecloak au projet Breakstop. Futur missile de croisière économique. Nous imaginons aussi que le Royaume-Uni et l'Ukraine utiliseront les données recueillies pour apporter des ajustements à Stonecloak, le rendant encore plus efficace face aux défenses aériennes russes. Ce nouvel accord est très important pour l'Ukraine, pour plusieurs raisons que nous expliquerons bientôt. Mais d'abord, la grande question. Qu'est-ce que Stonecloak exactement ? Stonecloak est un nouveau type de brouilleur de signaux qui peut être embarqué dans des drones et des missiles, conçu pour aider ces armes à déjouer les défenses aériennes. Euroactiv donne quelques informations supplémentaires. Ces brouilleurs sont petits, à peu près de la taille d'une tablette. Ils peuvent être directement installés sur une arme que l'Ukraine prévoit de lancer. Ils brouillent les signaux utilisés par les systèmes de défense aérienne, qui permettent à ces systèmes de suivre et de cibler les projectiles ukrainiens. On peut donc supposer que Stonecloak affecte aussi le système de défense aérienne, mais aussi le radar lié au système. Sinon, nous ignorons presque tout, hormis des spéculations. Stonecloak brouille sans doute les fréquences radio pour rendre les projectiles difficiles à détecter. Sans fiche technique officielle rendue publique, nous ne pouvons que supposer que cela inclut les bandes de fréquences radio utilisées par les radars russes d'alerte précoce et de suivi. L'Ukraine devra également être capable de se procurer les pièces essentielles pour fabriquer ses propres dispositifs Stonecloak. Cela inclut des semi-conducteurs, des amplificateurs et des modules RF, que l'Ukraine semble déjà pouvoir acquérir pour ses autres armes. On peut donc supposer qu'elle ne rencontrera aucune difficulté à obtenir ces composants. La quantité de composants que l'Ukraine pourra acheter limitera peut-être le nombre de dispositifs Stonecloak qu'elle produira. Mais ce problème viendra plus tard. Pour l'instant, l'Ukraine se félicite d'avoir obtenu le droit de fabriquer ce dispositif, qui pourrait changer profondément la donne dans sa guerre contre la Russie. Mais avant d'entrer plus en détail sur les raisons de cette différence à venir, ceci est un rappel que vous regardez l'émission Militaire. Si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses des dernières armes utilisées par l'Ukraine. Commençons par ce que le manteau de pierre va contrer, les défenses aériennes russes. Même si cette chaîne a beaucoup évoqué l'échec de ces défenses, les drones ukrainiens ayant frappé des cibles russes des centaines de fois en 2026, elle demeure un problème. Et si on en croit la Russie, bien plus de drones ukrainiens sont interceptés qui n'en arrivent réellement à destination. Par exemple, Al Jazeera rapporte que le ministère russe de la Défense a affirmé que les défenses aériennes avaient détruit 571 drones ukrainiens lors d'une seule attaque nocturne à la veille du 24 juillet, vers la fin de 2025. Le Royal United Services Institute a mené une étude qui a conclu que moins de 10% des drones lancés par l'Ukraine atteignent leur cible. Il n'est pas certain que ce soit toujours le cas plus de 6 mois plus tard. Mais ce qui importe vraiment ici, c'est que l'Ukraine souhaite que ses frappes à longue portée soient encore plus efficaces qu'elles ne le sont déjà. Attaquer directement les défenses aériennes aide à cela, car cela permet de créer des couloirs aériens sûrs pour les drones et les missiles. L'Ukraine vise désormais encore plus de succès. Que se passerait-il si elle lançait 600 drones et que 20 ou 30% touchaient leur cible? La décision britannique sur le Stonecloak pourrait permettre à l'Ukraine, si elle arrive à produire ces dispositifs en masse, d'en équiper la plupart, sinon la totalité, des projectiles tirés sur la Russie et les territoires occupés. Elle disposerait d'un puissant multiplicateur de force. Imaginez l'impact sur les frappes contre les raffineries menées par l'Ukraine, déjà efficaces. Le 25 juillet, l'Ukraine a lancé une nouvelle attaque sur la raffinerie de Tyumen, à 2000 km de ses frontières, provoquant un incendie. Celui-ci aurait été plus grave si plus de drones ukrainiens avaient franchi les défenses. L'Ukraine bénéficie aussi d'avantages concernant le coût de ses frappes. Bien que les drones offrent un moyen peu coûteux de mener des frappes à longue portée, envoyer des essaims de drones qui n'atteignent jamais leur cible signifie tout de même que l'Ukraine gaspille des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars à chaque attaque. Encore une fois, Stonecloak pourrait changer cela. Toute la logique de la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine s'en trouve modifiée. Et en ce qui concerne l'impact sur la Russie, eh bien cela nous amène tout naturellement à la deuxième raison pour laquelle cet accord de licence Stonecloak est si important. Une stratégie de frappe à longue portée, déjà efficace et en expansion, peut désormais infliger une douleur économique et psychologique considérable à une population russe déjà touchée par une guerre qu'elle ne pensait jamais voir arriver chez elle. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine début 2022, l'idée que des drones et missiles atteignent 2000 km en Russie n'était pas envisagée, même après l'échec de l'invasion initiale et l'acquisition de missiles occidentaux par l'Ukraine. La portée de ces missiles limitait les attaques aux régions frontalières de la Russie, à la Crimée et à la mer Noire. En 2026, la situation change. L'Ukraine peut désormais effectuer des frappes à longue portée.
comme nous l'avons vu à Tioumen. Elle les lance avec une fréquence qui inquiète même les Russes les plus flegmatiques. Dans un rapport de mai, United 24 Media a révélé l'intensification des frappes ukrainiennes. En août 2024, l'Ukraine a lancé plus de 1000 drones contre des cibles militaires russes. En juillet 2025, ce nombre est passé à 3000. Mais en mars 2026, l'Ukraine en était à environ 7000 drones. En un seul mois, cela a permis à l'Ukraine de dépasser la Russie en nombre total de projectiles tirés sur le territoire ennemi. La Russie n'a plus de zone arrière paisible nulle part où cela compte. Les seuls endroits qui sont à l'abri des drones ukrainiens se trouvent dans l'extrême-orient russe, qui est tellement éloigné de l'Ukraine que cela n'a pratiquement aucune importance. Si ce n'est offrir à Poutine une région où recruter des soldats, ces frappes ont un objectif dépassant les chiffres. L'Ukraine cherche à paralyser l'économie russe et à rappeler au peuple de Poutine que la guerre lancée par leurs dirigeants les touche. Les drones ukrainiens ont déjà l'effet attendu. Selon un rapport du 6 juillet, le Télégraphe a révélé qu'un demi-million de Russes ont fait faillite en 2025, à cause de l'impact économique de la guerre, ajoutant que le pays fait maintenant face à une crise bancaire explosive. La croissance n'est pas non plus prévue pour bientôt. Le ministère de l'économie russe a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions de croissance du produit intérieur brut, ou PIB, pour 2026, passant de 1,3% à 0,4%. Il en va de même pour 2027, où la prévision de croissance du PIB est désormais de 1,4% au lieu de 2,8%. Ce sont les chiffres manipulés par la Russie, donc la réalité est sûrement bien pire. Les frappes ukrainiennes en profondeur ont largement causé ces difficultés économiques. Elles ont également contribué à une crise du carburant en Russie, qui touche la majorité des régions du pays, et a causé des difficultés particulières aux occupants de la Crimée. De plus en plus isolés par des frappes à moyenne et longue portée, l'Ukraine vise aussi des entreprises apparemment civiles, comme Wildberries, considérées comme l'Amazon russe. Wildberries n'est pas aussi innocent que la Russie le prétend. La plateforme de commerce électronique propose des drones, des composants et même du matériel militaire dans sa boutique. Frapper les entrepôts de l'entreprise, comme l'Ukraine l'a fait à plusieurs reprises en juillet, des milliards de dollars de marchandises partent en fumée. Pour les entrepreneurs qui comptaient sur Wildberries pour leurs affaires, les coups subis sont dévastateurs et mortels. Wildberries a désormais caché les catégories militaires sur son portail en ligne. Voici l'efficacité redoutable des frappes longue portée ukrainiennes. Ajoutez maintenant Stonecloak à l'équation. Avec ses capes d'invisibilité sur leurs drones, une campagne déjà très nocive pour l'économie et le peuple russe va s'intensifier. L'Ukraine n'aura même pas à lancer plus de drones. Elle sera juste plus efficace avec le nombre de drones déjà envoyés en Russie. Ce nouvel accord de licence tombe aussi à point nommé. Après une réunion avec les chefs militaires le 26 juillet, Zelensky a annoncé qu'une nouvelle liste de cibles militaires à frapper en Russie avait été établie par l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons convenu de poursuivre nos opérations et mis à jour la liste des cibles prioritaires en fonction de leur impact réel sur la Russie et sa capacité à continuer et prolonger cette guerre, a déclaré Zelensky. Ajoutant, l'objectif principal est d'accentuer la pression sur la Russie pour favoriser la diplomatie, en perturbant la production de composants d'armement, en causant des pertes pétrolières et économiques, et en ramenant la guerre sur un terrain familier. La licence et la production de Stonecloak ne seront sans doute pas prêtes à temps pour influencer ces cibles, mais d'autres seront ajoutées plus tard. Les drones ukrainiens ne disparaîtront pas. Ils iront directement en Russie, et, avec les Stonecloak embarqués, toucheront plus souvent les cibles assignées par l'Ukraine à ses opérateurs. Stonecloak inquiétera aussi la Russie pour une autre raison. C'est un autre signe que l'Ukraine coopère avec ses partenaires, bien au-delà de ce que Poutine pensait possible. Revenons à ce que la Russie croyait de l'Ukraine en 2022. Pour elle, l'Ukraine reste une nation faible. Certes, elle a repoussé l'opération militaire spéciale initiale, mais ensuite, elle ne survivait que grâce aux milliards de dollars d'armes envoyées par les nations occidentales. L'Ukraine a beaucoup dépendu de ses armes pendant les premières années de la guerre, mais la situation a changé. En 2022, elle acceptait toutes les armes proposées, et elle était vraiment cantonnée au rôle de bénéficiaire de l'aide. Cela convenait à Poutine. Autant il haïssait l'Occident collectif pour son aide à l'Ukraine. Il pensait manipuler les dirigeants occidentaux pour qu'ils cessent de soutenir l'Ukraine, la présentant comme une sangsue qui ne méritait pas de survivre. Son objectif était de diviser. En 2026, l'Ukraine n'est pas le pays faible que la Russie voulait faire passer pour tel, et ne l'a jamais été. Mais aujourd'hui, nous voyons une version d'un pays qui contribue activement à la défense européenne et mondiale, plutôt qu'une nation qui dépend uniquement des autres pour survivre. Réfléchissez à la portée réelle de la licence du Royaume-Uni pour Stonecloak à l'Ukraine. Ce n'est pas juste permettre à l'Ukraine de produire une arme. Cela montre que le secteur de la défense ukrainien a tellement grandi, en taille comme en complexité,
qu'on peut lui confier la fabrication d'un des équipements les plus modernes de l'armée britannique. Ce que nous voyons ici, c'est la reconnaissance de l'Ukraine comme une puissance montante dans le domaine de la défense. Le secteur de la défense ukrainien, qui était évalué à 1 milliard de dollars au début de l'invasion, a explosé au point que sa capacité dépasse désormais 55 milliards de dollars. L'Ukraine n'est plus seulement un bénéficiaire de l'aide, elle en est désormais un contributeur. L'octroi par le Royaume-Uni d'une licence Stonecloak montre que l'Ukraine est désormais un partenaire clé de la défense britannique, tout comme le Royaume-Uni l'est pour l'Ukraine. Ce genre de choses se produit avec une régularité surprenante en 2026. Stonecloak est la plus récente d'une série croissante de technologies avancées autorisées à être produites en Ukraine sous licence. Plus tôt, les États-Unis ont fait l'annonce choquante qu'ils allaient accorder à l'Ukraine une licence de production pour les missiles intercepteurs Patriot, ce qui signifie que l'un des missiles de défense aérienne les plus avancés au monde sera fabriqué sur le sol ukrainien. Defense Express a rapporté le 23 juillet que le fabricant des missiles Patriot, Raytheon, est actuellement en négociation active avec l'Ukraine pour finaliser cet accord de licence. La France a également accordé des licences pour plusieurs armes à l'Ukraine plus tôt en juillet, donnant à l'Ukraine la permission de produire ses propres missiles de défense aérienne Aster-30, des kits de bombardiers Assam-Asmama et des missiles de croisière Scalp. Ce que ces accords nous montrent, et ce que l'accord Stonecloak vient renforcer, c'est que l'Ukraine est devenue un élément clé de la défense européenne. Le Royaume-Uni en est conscient. Il voit l'intérêt de permettre à l'Ukraine de fabriquer son brouilleur. L'Ukraine peut tester l'appareil, comme aucune autre nation, et le fabriquer de façon fiable, au point de potentiellement produire des Stonecloaks pour le Royaume-Uni après la guerre. L'Atlantic Council est même allé jusqu'à surnommer l'Ukraine le bouclier de l'Europe, et il n'a pas tort. Si la Russie est l'ennemi que toute l'Europe sait devoir contrer, l'Ukraine crée le modèle tout en offrant à ses partenaires un temps précieux pour se préparer. Quant à Poutine, l'accord sur le Stonecloak montre clairement que ses efforts pour diviser et dissuader les partenaires de l'Ukraine échouent. C'est ce qu'a souligné Burnham en annonçant le nouvel accord. La Russie essaiera toujours de diviser. Elle a intensifié sa guerre de l'ombre en coulisses, dans une nouvelle tentative d'arrêter le flux de soutien à l'Ukraine. Des sabotages, des incursions de drones et des opérations près des câbles sous-marins ont été signalés chez les partenaires. Des campagnes de désinformation et une migration instrumentalisée visant à intimider des pays comme le Royaume-Uni, au point qu'ils arrêtent d'accorder des licences à l'Ukraine pour fabriquer un dispositif affaiblissant la Russie et renforçant l'Ukraine. Mais cela ne marche pas. Les partenaires de l'Ukraine comprennent que le désespoir motive Poutine. L'arme Harry Potter du Royaume-Uni n'est que la dernière arrivée en Ukraine. Malgré les efforts de la Russie pour séduire et intimider, ce ne sera pas la dernière. Stonecloak s'ajoutera à la liste croissante d'armes fabriquées par l'Ukraine pour repousser la Russie à l'âge de pierre. En écoutant la propagande russe, on entend parler d'une guerre en Ukraine, qui se déroule exactement comme prévu. Les soldats russes déchaînent leur violence à travers l'Ukraine, vous dira le Kremlin. Le Donbass est sur le point de tomber, et chaque drone que l'Ukraine lance contre la Russie est abattu par un système de défense aérienne de classe mondiale. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne tombe. Depuis 4 ans et demi, ce n'est qu'une question de temps. Et aller au-delà des récits du Kremlin révèle une réalité bien différente. La Russie gagne, c'est vrai. Elle a créé des soldats parfaits qui remportent de grandes victoires. Mais il y a un souci, rien de tout cela n'existe. La seule armée russe qui gagne est fictive. Poutine vous ment, à vous comme à son propre peuple, et il utilise l'IA pour le faire. Si vous avez récemment vu du contenu militaire, vous avez peut-être aperçu des vidéos intrigantes. Des extraits d'interviews avec des militaires affirmant faire partie de l'armée polonaise circulent, montrant ses soldats s'en prendre à l'Ukraine. Il y a des affirmations selon lesquelles il y aura un taux élevé de criminalité parmi les réfugiés ayant fui l'Ukraine et vivant désormais en Pologne. Des soldats ont aussi attaqué le gouvernement polonais, l'Allemagne et l'UE, avec des propos laissant penser que la Pologne s'apprête à rejeter l'Ukraine, l'UE et tout ce que le pays s'est battu pour rejoindre depuis la chute de l'Union soviétique. Mais rien de tout cela n'est réel. La nouvelle est tombée, le 21 juillet. Face à l'échec de son armée en Ukraine, la Russie s'est tournée vers des mensonges éhontés pour semer la discorde et le mécontentement. La Russie n'utilise pas de faux doubles de ses propres soldats pour ses mensonges. Ses soldats sont trop occupés à mourir en Ukraine. À la place, la Russie a créé des deepfakes d'IA de soldats polonais qu'elle manipule ensuite pour critiquer l'Ukraine et son armée. Le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation a dévoilé la supercherie russe dans un rapport révélant jusqu'où la Russie est prête à aller pour remporter la bataille de la propagande. Le centre affirme que l'analyse a montré que tous ces soldats sont des personnages entièrement générés par l'IA. Il faut aussi noter que le style visuel et la diffusion du contenu sont identiques à ceux des fermes de bots russes utilisant l'IA. Les vidéos, qui montrent toutes des hommes en uniforme militaire polonais,
circulent sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, notamment YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Cependant, un examen attentif des vidéos révèle plusieurs signes de manipulation, notamment le fait que certains visages sont bien plus lisses qu'ils ne devraient l'être. Certains indices viennent des mots employés dans les vidéos. L'Institut national de recherche NASK de Pologne a aussi examiné ces vidéos et affirme que certains termes trahissent des maladresses en polonais, ce qui laisse penser à une traduction depuis le texte russe d'origine. On note aussi des caractères cyrilliques perdus dans le contenu. Concernant les uniformes, il est facile de trouver des photos de soldats polonais en uniforme, alors que la Russie ne semble même pas avoir essayé. Les uniformes montrés semblent être un mélange de tenues militaires russes et biélorusses plutôt que polonaises. La Russie compte sur l'inattention ou l'ignorance des gens pour dissimuler ses actions, et cela marche. Une seule chaîne YouTube a publié environ 50 de ces extraits, dont le plus populaire a atteint 300 000 vues, rapporte Polski Radio. D'autres vidéos, dont une créée en octobre, prétendaient montrer des soldats polonais appelant à la prise de la ville ukrainienne de Lviv, ont déjà été facilement démasquées à cause d'un filigrane visible du modèle Diavio qui apparaît sur la vidéo. C'est sale de la part de la Russie. Insidieux. Mais c'était pas surprenant non plus. Le Kremlin sait qu'il ne peut pas dire que l'armée russe va bien en Ukraine. Il essaie, mais la réalité saute aux yeux de tous sur le terrain. Alors la Russie a créé une fausse armée, remplie de soldats polonais inexistants, pour marquer des points de propagande contre l'Ukraine et tenter de convaincre le monde qu'un allié clé lui a tourné le dos. Pourquoi des soldats polonais ? Malgré leur alliance, des tensions subsistent entre l'Ukraine et la Pologne, exploitées par la Russie. Au début de 2026, une fracture a commencé à se former entre la Pologne et l'Ukraine. Le président polonais, Karol Nawrocki, a même retiré au président ukrainien Volodymyr Zelensky l'ordre de l'Aigle Blanc, qui est la plus haute distinction de l'État polonais. Après que Zelensky a approuvé le fait de nommer une unité militaire ukrainienne UPA, ce sigle signifie les héros de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. De nombreux Polonais l'ont vu comme une insulte. Il existe des tensions historiques autour du nom UPA, car un groupe portant ce nom a participé au massacre de 100 000 Polonais en Volhynie, en Galicie orientale, pendant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne voit cela comme un génocide, et le fait de nommer une unité ukrainienne du nom de ce groupe a été une provocation de trop pour l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine. La Russie a profité de l'occasion pour faire aborder le sujet par ses soldats polonais, générés par l'IA, dans de nombreux extraits diffusés sur les réseaux sociaux. Malgré le conflit évident, la Pologne et l'Ukraine restent alliées. Le 25 juin, la BBC a rapporté que le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a appelé à la vérité et au respect mutuel lors de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Gdansk. Mais il subsiste des signes de tension. Volodymyr Zelensky a fait l'impasse sur cette édition de l'événement, et a envoyé le Premier ministre Julius Verdenko à sa place. Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine resterait ouverte à toute coopération significative avec la Pologne pour éviter des interprétations contradictoires des chapitres douloureux de leur passé commun. Il a ajouté être reconnaissant au peuple polonais pour son soutien et sa coopération. Les propagandistes russes ont été attirés comme des papillons de nuit, attirés par la flamme, en voyant tout cela se dérouler. Et ils inondent Internet depuis, dans le but de créer encore plus de divisions. Le Kremlin pense évidemment qu'il joue au plus malin ici. Même des vidéos manifestement truquées peuvent avoir un impact, car beaucoup de gens ne se demandent même pas si ce qu'ils regardent est réel ou non. D'autres ne peuvent tout simplement pas faire la différence. TechRadar l'a révélé dans un article de janvier 2026, où il rendait compte d'une étude menée par la société de vidéo IA Runway. En interrogeant 1000 participants, Runway a découvert que les volontaires n'étaient capables d'identifier correctement si une vidéo était réelle ou générée par l'IA que dans 57,1% des cas. À peine mieux qu'un pile ou face. Cela montre à quel point la Russie peut facilement manipuler l'esprit des personnes peu attentives regardant ce type de vidéos sur les réseaux sociaux. Le Kremlin n'a pas besoin que ces vidéos soient vues. Il veut qu'ils écoutent les faux messages. En fait, la Russie a besoin qu'ils écoutent, parce qu'elle sait que révéler la réalité de ce qui se passe en Ukraine serait une catastrophe. La nouvelle fausse armée russe accumule les vues et influence tes opinions. Mais sa véritable armée échoue spectaculairement. Bloqués à Donetsk et perdant du terrain ailleurs, les soldats russes meurent en masse. La Russie perd entre 1000 et 1500 soldats chaque jour. Et les chiffres ne cessent d'augmenter. En juin, la Russie a perdu 39 490 de ses soldats. Et selon Al Jazeera, elle a du mal à compenser ses pertes, puisqu'elle recrute entre 24 000 et 30 000 soldats sous contrat chaque mois. Voici la réalité que la Russie cherche à vous cacher. Une armée qui échoue en Ukraine et des décès à une échelle inimaginable. Alors la Russie crée de faux soldats polonais
portant des uniformes hybrides russes et biélorusses pour dénigrer l'Ukraine, la Pologne et l'UE dans une langue clairement traduite à partir du russe. Et la supercherie s'aggrave. Ce que nous voyons ici n'est pas un incident isolé. Cela s'inscrit dans une vaste campagne de désinformation que la Russie utilise depuis des années pour masquer la réalité de l'Ukraine. Les Polonais ne sont pas les seules victimes de deepfake. Les soldats ukrainiens ont subi le même traitement. Voilà le type de sujet traité dans notre émission militaire. Nous vous montrons la réalité de l'invasion russe. Si vous aimez ce que vous voyez et que vous voulez en voir plus, les boutons d'abonnement et de notification sont à portée de clic. Au-delà des faux soldats polonais, la Russie crée également des vidéos où des absurdités sont prononcées par des soldats ukrainiens, générées par l'IA. Euromaidan Press a signalé ce phénomène le 4 juillet, notant que la Russie inonde les réseaux sociaux de vidéos de faux soldats ukrainiens et de fausses figures d'autorité, comme des rabbins, qu'elle emploie pour répandre la désinformation en Ukraine. Ces fausses vidéos diffusent des messages différents de ceux mentionnés plus tôt. Elles visent à dresser le peuple ukrainien contre ses dirigeants. Les soldats générés par l'IA disent que ces personnes sont envoyées mourir à la guerre. Et aussi que les politiciens peuvent s'enrichir en achetant des villas et d'autres biens coûteux. L'une de ces vidéos a reçu environ 900 000 vues, rapporte le média, et il pose un vrai problème à l'Ukraine. Une vidéo créée par l'IA peut rapidement devenir virale et se diffuser en quelques minutes sur les réseaux sociaux. Les vidéos de vérification des faits sont réactives, mettent souvent plusieurs heures à être mises en ligne et suscitent moins d'engagement, car elles sont moins incendiaires. Nous vivons à l'ère de la désinformation, que la Russie apprécie. Elle en raffole depuis longtemps. Ces vidéos font partie de réseaux de bots diffusant de fausses vidéos sur les réseaux sociaux depuis des années. Par exemple, en août 2024, le média ukrainien Texti a mené une enquête sur un réseau TikTok comprenant 2000 comptes, tous faux, tous partageant des hashtags anti-mobilisation. Il existe aussi des exemples documentés de vidéos générées par l'IA, montrant prétendument des soldats ukrainiens se rendant aux forces russes, notamment à Pokrovsk. Tout cela étant conçu pour convaincre le peuple ukrainien que le pays est en train de perdre la guerre contre la Russie. Ce qui a changé, en 2026, c'est la nature de ces vidéos. Dans le passé, la Russie a utilisé du contenu généré par l'IA pour diffuser de fausses vidéos mettant en scène des personnes générées par l'IA qui n'ont aucune véritable autorité. Ce n'est pas ce que nous voyons en 2026. Que ce soit en raison des progrès de l'IA ou parce que la Russie maîtrise mieux la technologie qu'elle utilise, cette nouvelle vague de vidéos met en scène de prétendues figures d'autorité. Des soldats, chefs militaires et prétendus leaders religieux ou politiques transmettent maintenant les messages que la Russie souhaite diffuser. Rien de tout cela n'est réel, mais peu importe. Une vidéo truquée virale cause des dégâts qu'il faut des jours à réparer, si tant est que les spectateurs cherchent à vérifier ce qu'ils ont vu. Le Molfar Intelligence Institute a fourni une liste de points à surveiller si vous ne savez pas si ce que vous regardez est généré par l'IA ou non. Des faux visuels tels que l'effet de vallée de l'étrange sur les visages, provoqués par un clignement oculaire irrégulier. L'absence de micro-expression et la désynchronisation du son sont des indices clairs dans les fausses vidéos de soldats polonais. Il en est de même pour l'anonymat de la source et la diffusion rapide d'une même vidéo sur de nombreux comptes. L'Institut conseille de vérifier les comptes. S'ils sont nouveaux ou n'ont qu'un type de vidéo, c'est souvent le signe d'une ferme de bots. Des centaines ou milliers de likes et des commentaires génériques, peu après la mise en ligne d'une vidéo, peuvent aussi être des indices. La Russie mise sur le fait que peu suivront ces étapes, d'où son recours à ce type de supercherie. Ce qui est frappant ici, ce sont les différences qui deviennent de plus en plus évidentes dans la façon dont la Russie utilise l'IA par rapport à l'utilisation de cette technologie par l'Ukraine. La Russie crée de fausses armées de personnes générées par l'IA, diffusant de faux messages sur les réseaux sociaux. Pour la Russie, tout est question de désinformation. La Russie sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec l'Ukraine sur les applications militaires concrètes de l'IA pour gagner une guerre. L'Ukraine est bien en avance sur la Russie en matière d'utilisation de l'IA pour mener ses frappes. On le voit dans la campagne de frappe de milieu d'année que l'Ukraine a utilisée pour détruire l'arrière immédiat russe pendant une grande partie de 2026. Cette campagne utilise des drones IA capables de détecter et de frapper de façon autonome des cibles derrière le front. Parmi les modèles remarquables figure le drone Hornet, doté d'une portée de 300 km et utilise l'IA pour se guider vers ses cibles, ce qui le rend très difficile à neutraliser au moyen de contre-mesures de guerre électronique. Nous avons aussi observé l'Ukraine utiliser l'IA de façon innovante ailleurs. Le 23 juillet, United 24 Medi a parlé de Marichka. C'est un système de planification de champ de bataille avec IA, conçu pour accélérer la prise de décision importante sur le champ de bataille. Avec ce système, l'Ukraine peut réduire le temps nécessaire pour prendre de telles décisions, passant de jusqu'à 12 heures à seulement quelques minutes,
Tout cela parce que l'IA est capable d'analyser et de rendre compte de dizaines de documents en quelques secondes. Dans le passé, les commandants humains auraient eu besoin de plusieurs heures pour passer au crible ces documents. Dans une guerre aussi rapide que celle menée en Ukraine, ce délai pourrait faire la différence entre mener une frappe réussie sur une cible russe et perdre cette cible parce qu'elle s'est cachée. Un contraste très intéressant est à l'œuvre ici. L'Ukraine emploie l'IA pour obtenir des résultats sur le champ de bataille, tandis que la Russie s'en sert pour fabriquer de faux soldats et des vidéos trompeuses visant les moins vigilants. La supercherie ne se limite pas aux vidéos créées par l'IA. Face aux bons résultats de l'Ukraine sur le champ de bataille, la Russie s'est mise à mentir effrontément sur la réalité sur le terrain. Dans son évaluation du 22 juillet de l'invasion russe, l'Institute for the Study of War, ou ISW, a indiqué que la Russie maintient des exigences maximales pour la paix, y compris la cession du Donbass. La Russie appuie ses revendications avec des rapports sur des territoires conquis, au mieux exagérés. Ce sont de purs mensonges. Le ministère russe de la Défense a relayé une chaîne Telegram de propagande russe le 22 juillet, affirmant que les forces russes ont saisi 2226 km² de territoire au cours des 6 premiers mois de 2026. L'ISW a observé des preuves permettant d'évaluer que les forces russes n'ont saisi qu'un total net de 81,1 km² jusqu'à présent, en 2026. En partie grâce à une importante contre-offensive ukrainienne au printemps et à l'été 2026. Et selon l'ISW, elles ont saisi ou infiltré 626,85 km² jusqu'à présent, en 2026. Plus de 2100 km² de territoires revendiqués qui ne sont pas aux mains des Russes, c'est une exagération assez importante. La Russie affirme avec insistance que ses forces ont pris d'assaut la ville forteresse de Konstantinivka. Ces affirmations ont circulé début juillet et ont aussitôt été réfutées par l'état-major général ukrainien. L'état-major général affirme que l'Ukraine tient toujours ses positions dans la ville. CNN indique que des sources cartographiques indépendantes et des témoignages vidéo de soldats ukrainiens prouvent aussi que cette affirmation est fausse. Ce que la Russie semble réellement faire, c'est envoyer des infiltrés dans la ville, leur faire brandir des drapeaux pour des vidéos, puis les faire retourner dans leur cachette, où ils attendent d'être détectés sous peu par les drones ukrainiens. Ce ne sont que mensonges et propagande, comme les vidéos créées par l'IA. Mais c'est ainsi que procèdent les Russes. Les mensonges sont la principale arme de destruction massive de la Russie, utilisée depuis des décennies. Ironiquement, Poutine est peut-être autant victime de ces mensonges que les autres. Le dirigeant russe a longtemps déformé la vérité, au point de peut-être ne plus distinguer la réalité de sa propre version falsifiée. C'est l'homme qui continue d'appeler une guerre qui approche des 5 ans une opération militaire spéciale. Il répétera ce que diront ses généraux flatteurs sur les grandes avancées russes, sans se demander pourquoi Donetsk n'est pas encore tombé, malgré ses avancées. Poutine tombe sans cesse dans le piège avec sa propre propagande. Il l'a fait lorsqu'il a envahi l'Ukraine. Ceux qui l'emploient pour débiter ses mensonges affirmaient que l'Ukraine était faible et facile à conquérir. Poutine pensait que la toute-puissante armée russe n'aurait besoin que de quelques jours pour gagner. Nous avons vu comment cela s'est terminé. Poutine peut mentir sans honte et en permanence. Cela l'a juste amené à bâtir un monde où la vérité est impossible à discerner. Aujourd'hui, Poutine est un homme qui semble déterminé à ne s'entourer que de ses propres illusions. En mai, Forbes a indiqué que Poutine passe le plus clair de son temps à circuler entre des bunkers souterrains, entourés de gardes soumis à des ordres stricts de tout contrôler et de vérifier toute personne qui s'approche. Il ne connaît pas la réalité. Il ne l'a pas vue depuis longtemps. L'ironie, c'est que Poutine serait sans doute trompé en croyant réelles les vidéos IA de faux polonais et ukrainiens s'il les voyait. Nous ne pouvons même pas savoir avec certitude que Poutine a ordonné la création de ces vidéos. Peut-être qu'il n'a même aucune idée qu'elles existent. Pour revenir à ces vidéos, elles prouvent que la Russie continue de mentir. Ce sont aussi des signes de désespoir. La Russie tente de créer un monde imaginaire pour détourner l'attention de la mauvaise performance de ses troupes en Ukraine. La Russie veut que les gens croient ce message, car l'examiner révèle aussitôt les mensonges. Ne tombez pas dans le piège. La Russie est dirigée par un homme qui s'entoure de flatteurs, et se détache délibérément de la réalité. Ce qui circule sur les réseaux sociaux actuellement en est un autre exemple. La Russie ne peut pas gagner en Ukraine avec sa vraie armée. Ses victoires actuelles sont dues à une armée de robots et de faux soldats inexistants. Russie, voilà une bonne dose de réalité. Vous êtes sur le point de perdre la Crimée à cause d'une campagne d'isolement ukrainienne qui prouve l'efficacité de l'IA pour combattre plutôt que pour faire de fausses vidéos. C'est en train de devenir un phénomène beaucoup trop courant. Les drones russes,
que le Kremlin affirme être destinés à l'Ukraine, continuent de pénétrer dans l'espace aérien roumain. Ces drones n'étaient jamais destinés à l'Ukraine. Ils font partie des tactiques d'intimidation de la Russie, alors que Poutine et ses acolytes tentent de pousser la Roumanie à retirer son soutien à l'Ukraine. Ça ne marche pas. La Roumanie en a assez des manigances russes. Poutine est stupéfait, car la Roumanie a commencé à riposter contre les drones russes. C'est une escalade incroyable, aux conséquences pour l'OTAN et l'Ukraine. À partir du 24 juillet, la Roumanie a abattu 3 drones d'attaque russes en autant de jours. Ces incursions illégales coïncidant avec l'intensification des attaques que la Russie lance près de la frontière de 614 km que la Roumanie partage avec l'Ukraine. La Russie dit que ces incursions sont accidentelles. Elle le dit toujours, mais le schéma ici est indéniable, et la réponse de la Roumanie ne laisse aucun doute sur ce qu'elle pense de ces drones dans son espace aérien. Les 3 drones russes ont été abattus par des F-16, qui ont décollé dès que ces drones ont été signalés sur le territoire roumain. Le premier incident a eu lieu le 24 juillet. Les drones russes se sont infiltrés en Roumanie, quelque part entre Suľana et Fetesti. Cette dernière abrite justement une base aérienne. Des avions de chasse ont été déployés. D'abord une paire d'Eurofighter Typhoon, qui n'a pas réussi à abattre le drone russe. Ils ont été suivis par un F-16, qui a tiré un missile et a abattu le drone russe au-dessus d'un champ près de Padina. L'inspection de l'épave a révélé que le drone était un Shahed russe. Le lendemain, la scène s'est répétée, mais cette fois, le drone russe est entré en Roumanie, près du delta du Danube. Cette fois, la Roumanie a déployé 4 avions. Le drone russe n'avait aucune chance. Ce modèle, un drone à réaction, était plus puissant et plus rapide que le précédent. Puis, le 26 juillet, le 3e drone russe a traversé vers 10h15 du matin. Encore une fois, des F-16 ont décollé en urgence de Fagesti, cette fois détruisant le drone russe, quelque part au-dessus des eaux territoriales roumaines, dans la mer Noire. Une incursion de drone aurait pu être attribuée à une coïncidence. 2. Cela suscite des soupçons. Et 3. Cela devient un schéma qui semble indiquer que tout cela était très délibéré de la part de la Russie. Le Danube est central ici. Comprendre ce qui s'y passe explique pourquoi les drones russes entrent en Roumanie. La Russie a longtemps frappé des ports ukrainiens du fleuve pendant la guerre. Elle a de bonnes raisons de le faire. Le Danube est une voie d'exportation essentielle qu'utilise l'Ukraine pour acheminer ses céréales vers le reste du monde. Grâce à cette unique artère fluviale, l'Ukraine génère chaque année des milliards de dollars de revenus. La Russie veut y mettre fin. Elle cherche à le faire depuis des années. Depuis des siècles, des ports danubiens comme Ismaïl et Odessa sont relativement calmes. Souvent épargnés par les guerres voisines, ces ports sont aujourd'hui ciblés, alors que la Russie cherche à renier fortement les revenus générés par l'industrie céréalière ukrainienne, qui représente 10% de tout le blé vendu dans le monde. Les exportations ukrainiennes nourrissent des millions. La Russie préfère laisser ses gens mourir de faim plutôt que de laisser l'Ukraine se renforcer. La Russie frappe sans cesse les ports du Danube. En mai, Ismaïl a été touché 2 fois, les 2 et 19 mai, causant des dégâts aux infrastructures portuaires. Pourquoi cela importe-t-il pour la Roumanie ? Le Danube longe en partie la frontière Ukraine-Roumanie. Nous l'observons dès la 2e incursion récente de drones. Cela s'est passé dans le delta du Danube, en Roumanie. Depuis des années, la Russie utilise ce partage du fleuve entre l'Ukraine et la Roumanie pour justifier l'entrée de ses Shahed en Roumanie. Nous ne cherchons pas à frapper la Roumanie, criait le Kremlin. C'est l'Ukraine que nous visions. Et pendant un certain temps, ces affirmations pouvaient avoir une certaine crédibilité. Des systèmes de guerre électronique pour dévier les drones sont sans doute installés dans tous les ports ukrainiens du Danube. Il est possible que des drones russes entrent accidentellement en Roumanie après brouillage de leurs signaux. Mais cela pose problème. Un débordement accidentel expliquerait un drone ici ou là. Mais, comme le note le Kiev Post, les 3 dernières incursions correspondent au numéro 31. 32 et 33 depuis le début de la guerre en Ukraine. À chaque fois, la Roumanie a été obligée de faire décoller des avions de chasse pour gérer les drones, même si elle s'est contentée jusqu'à présent de les observer plutôt que de les abattre. De plus, des débris de drones russes ont été trouvés environ 50 fois en Roumanie. Les chiffres restent trop élevés. La plupart de ces incursions ne sont pas des accidents. Et 3 en 3 jours, ce n'est certainement pas une coïncidence. La Russie ne peut plus utiliser les attaques le long du Danube comme excuse. Le Kremlin envoie ses drones délibérément. Et il y a une très bonne raison à cela. 1,71 million de dollars. C'est à peu près ce que la Roumanie a dépensé du 24 au 26 juillet pour abattre le trio de drones qui ont pénétré dans son espace aérien. C'est l'objectif du Kremlin. La Russie sait que chacun de ces drones entraîne forcément une réponse. Si cela implique le déploiement d'avions de chasse sans tir, cela convient. Du carburant et de l'argent sont dépensés pour des sorties qui n'auraient pas eu lieu autrement.
Mais maintenant que la Roumanie abat des drones russes, ce coût augmente. Des missiles sont utilisés. Ces missiles coûtent des centaines de milliers de dollars. Pour la Russie, ces incursions de drones dites accidentelles lui font perdre des shahids, valant quelques dizaines de milliers de dollars, pour un retour sur investissement bien supérieur. Mais la Russie s'est trompée dans ses calculs. Nous voyons ici que la Roumanie en a assez des jeux de Poutine. Au point qu'elle s'est transformée en chef de file dans une refonte complète de la doctrine de l'OTAN. Les drones russes ne seront plus escortés. Ils ne seront plus suivis ni surveillés. Ces drones seront détruits, et cela change tout pour Poutine. Avant d'aller plus loin, la Russie proclame toujours son innocence. Bien sûr. La Russie a réagi avec fureur après que la Roumanie a répondu à ses dernières incursions aériennes en convoquant d'abord l'envoyé russe en Roumanie, Vladimir Lapayev, et en expulsant cet envoyé avec l'ordre de quitter le pays sous 5 jours. La Roumanie a aussi rappelé son ambassadeur de Russie. L'ambassade russe à Bucarest est furieuse. Elle soutient que l'expulsion n'était pas justifiée et maintient la position du Kremlin, selon laquelle aucune incursion de drone n'était volontaire. La Russie visait seulement l'Ukraine. Toujours la même excuse. La Russie craint également que la Roumanie cherche à intensifier la situation. Les menaces fusent déjà comme des excréments dans une cage de singes. L'ambassade a déclaré que l'expulsion de l'envoyé ne resterait pas sans réponse. La Roumanie devrait éviter les opérations transfrontalières, car cela l'impliquerait directement dans la guerre en Ukraine et l'exposerait à une riposte russe. La Roumanie n'a lancé aucune opération transfrontalière, ni même laissé entendre qu'elle pourrait le faire. Ce que nous voyons dans cette réaction furieuse, c'est la Russie qui réagit au résultat de ses tentatives de tester les limites de la Roumanie et de l'OTAN, qui ne lui ont pas été favorables. De la peur se mêle à cette colère, et nous allons expliquer pourquoi. Mais avant cela, ceci est un rappel que vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez nos analyses utiles, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous observons un double changement dans la destruction des drones russes par la Roumanie. Le premier niveau concerne ce que tout cela signifie pour la Russie elle-même. Ensuite, il y a un niveau plus large, qui englobe non seulement la Roumanie, mais aussi la Russie, l'OTAN et même l'Ukraine. En Roumanie, entre le 24 et le 26 juillet, nous avons vu la mise en œuvre d'une réponse aux drones russes préparée de longue date. Dès mai 2025, la Roumanie a adopté une nouvelle loi permettant à son armée d'abattre les drones non autorisés qui pénétraient dans l'espace aérien roumain. Plus tard cette année-là, il a été rapporté que la Roumanie utilisait le système MEROPS américain pour renforcer sa défense contre les drones. Le système est un drone intercepteur. Assez compact pour tenir dans un petit camion, MEROPS identifie et détruit les drones entrants grâce à un guidage IA qui surmonte le brouillage et les interférences électroniques. Malgré ces mesures, une opposition subsistait à la destruction des drones russes dans l'espace aérien roumain. Même si des incursions se multipliaient, la législation autorisant l'abattage a été contestée par des partis nationalistes roumains qui y voyaient une possible escalade, provoquant la colère de la Russie. Cette opposition a nettement diminué. Et la raison remonte à un incident survenu en mai, que l'analyste militaire roumain Radu Tudor a déclaré à ABC News avoir probablement servi de déclencheur psychologique pour que la Roumanie agisse enfin contre les drones russes. Jusqu'à présent, c'était probablement une décision alliée au sein de l'OTAN de ne pas répondre par la force, car cela représentait en quelque sorte un risque d'escalade, explique Tudor. Désormais, c'est une décision roumaine. Voici pourquoi. Le 28 mai, on a appris qu'une nouvelle incursion de drones avait visé la Roumanie, mais celle-ci était différente, sûrement plus dangereuse. Des drones russes ont percuté un immeuble dans l'est de la Roumanie, blessant une mère et son enfant. La Roumanie savait que le drone arrivait, suivi par radar. Pourtant, aucun chasseur n'a été envoyé pour l'abattre, et 2 personnes ont failli mourir. C'était le moment où la limite a été atteinte. Ne voulant plus prendre le même risque, la Roumanie a clairement indiqué que tout drone russe entrant sur son territoire à partir de maintenant sera abattu. Elle vient de prouver cette affirmation 3 fois en 3 jours. Pour Poutine, cela veut dire une chose, la Roumanie. La Roumanie envoie un message clair. Ce n'est pas un pays avec lequel il faut jouer. La Russie a testé les limites une fois de trop. Désormais, la Roumanie ripostera à chaque nouvelle tentative du Kremlin. Ce changement de réaction de la Roumanie ne concerne pas seulement ce membre de l'OTAN. La Roumanie s'impose désormais comme leader dans la transformation de la doctrine de l'OTAN contre la guerre hybride de la Russie, ce qui a des implications importantes. La Roumanie est un pilier de la politique de l'OTAN envers la Russie. Elle partage une frontière avec l'Ukraine et joue un rôle clé dans la stratégie de l'OTAN en mer Noire. La Roumanie est désormais vue comme la première ligne de défense face à une éventuelle attaque russe. Les F-16 en sont la preuve. 70 d'entre eux sont maintenant en Roumanie, dont plusieurs de Norvège, du Portugal et des Pays-Bas. La Roumanie a aussi investi 10 milliards de dollars dans des armes américaines, y compris des systèmes de défense aérienne Patriot et un lot de
32 F-35 qui doivent être livrés au pays. Ce que nous voyons ici, c'est le renforcement d'un front. Une nation qui serait à risque d'une invasion russe, surtout si Poutine réussit en Ukraine, prend désormais sa place légitime comme une des plus importantes de l'alliance de l'OTAN. La Roumanie, membre fondateur de la Banque pour la sécurité et la résilience de la défense, lance plusieurs initiatives de défense aérienne contre l'agression russe. La Roumanie joue aussi un rôle clé dans le bouclier antimissile balistique de l'OTAN en mer Noire, avec la Turquie. Le pays investit des milliards dans l'agrandissement de ses bases aériennes et a rejoint la Turquie et la Bulgarie pour une opération de déminage en mer Noire. Tout cela se résume à quelque chose de très simple. La Roumanie est plus vitale pour l'OTAN aujourd'hui que jamais auparavant. Et cette importance est soulignée par les 3 interceptions que nous venons de voir, car ces interceptions représentent un changement doctrinal dans la manière dont l'OTAN gère les drones russes. Pendant des années, la politique de l'OTAN envers la Russie a été simple. Observer, escorter, publier des déclarations, ne jamais aller à l'escalade. Tirer sur une cible supposée russe était impensable depuis des décennies, même après l'invasion de l'Ukraine par Poutine en 2022. Attaquer une cible risque une escalade, ce qui pourrait avantager Poutine s'il cherche à justifier une invasion d'un pays allié à l'OTAN. Dans certains cas, cette doctrine reste en vigueur. Si la Russie envoyait un avion de chasse en Roumanie, il serait intercepté par des F-16 et Eurofighter Typhoon, qui l'encadreraient et l'escorteraient hors de l'espace aérien. Détruire ce type de cible est dangereux. Poutine perd un pilote, ce qui lui permet de mobiliser la population contre l'OTAN. Mais les drones, sans pilote, sont différents. La Russie affirme que ceux ayant survolé la Roumanie n'entrent pas volontairement dans l'espace aérien de l'OTAN. La gestion des drones illustre l'évolution de la doctrine. L'OTAN est de plus en plus disposée à tirer sur ces cibles. C'est ce que montre l'initiative Drone Edge, lancée en juin, et nous verrons l'OTAN investir collectivement 40 milliards de dollars dans un programme conçu pour détecter, identifier et surtout neutraliser les menaces de drones. Ce programme prendra 5 ans à être mené à bien, mais c'est un signal pour Poutine que l'OTAN ne plaisante plus avec les drones. Lorsqu'elle les verra, elle les détruira. La Roumanie vient de lancer cette politique avec ses neutralisations de drones. La dissuasion n'est plus de mise, c'est la riposte active désormais. Ce changement doctrinal offre une certaine marge de manœuvre. Les nations de l'OTAN n'iront pas détruire des navires de la flotte fantôme, des navires espions ou des avions de chasse ayant pénétré sur le territoire de l'OTAN. Il faut trouver un équilibre. L'équilibre paraît être que si des soldats russes sont présents, la cible n'est pas touchée. Mais les drones sont une cible légitime. Et bien que l'abattage de drones coûte actuellement l'utilisation de missiles valant plusieurs fois plus que ces drones, cela suffira pour l'instant. Des défenses plus efficaces arrivent. Nous venons peut-être d'assister à un tournant en Russie. Elle a détruit des drones russes, et tout ce qu'elle a reçu en retour, ce sont les mêmes menaces en colère et impuissantes que la Russie profère depuis des années. D'autres pays touchés par les incursions aériennes russes, comme la Pologne, les États baltes et le Danemark, observeront cela et regagneront confiance. Si la Roumanie peut, eux aussi le peuvent. Poutine a montré qu'il n'allait pas aggraver le conflit à cause des drones. Cela nous amène au second volet des implications plus larges des actions de la Roumanie. Poutine met l'OTAN à l'épreuve pendant une grande partie de la guerre en Ukraine. Il n'a pas envahi un pays de l'OTAN, pas encore. Des incursions aériennes, comme en Roumanie, se produisent sur tout le territoire de l'OTAN, accompagnées de nombreuses stratégies de guerre hybride, dont sabotage, cyberattaque et désinformation. La Russie lance ce type d'attaque pour tester les seuils de l'OTAN. Elle veut tester les réactions et provoquer des divisions. Le scénario idéal pour Poutine serait que les dirigeants de l'OTAN se disputent tant sur la manière de réagir à ce que fait la Russie qu'aucune action de son entreprise. La division affaiblie profite hors la Russie. Chaque attaque qui n'a pas reçu de réponse directe a été un signal pour Poutine qu'il peut continuer l'escalade. Tout cela est délibéré. Même les drones entrant accidentellement en Roumanie. Le grand problème de Poutine après la période du 24 au 26 juillet, c'est qu'il vient de se heurter à un mur avec sa stratégie d'escalade. Des dirigeants de l'OTAN l'ont compris, comme l'a souligné Michał Baranowski, sous-secrétaire d'État polonais au développement économique et à la technologie, à propos de l'incident de mai ayant blessé 2 civils roumains. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des provocations. C'est extrêmement grave. Il est difficile de surestimer l'ampleur de cette escalade, a-t-il déclaré à Euronews. La Roumanie le sait aussi bien que la Pologne. Avec ses avions de chasse, elle signifie à Poutine qu'il ne pourra plus aller plus loin dans l'escalade. Des réponses viendront. Les drones russes n'ont plus carte blanche pour semer le chaos. Alors que l'OTAN apporte des réponses aux provocations de la Russie que Poutine ne voulait pas entendre, la dernière pièce du puzzle est en Ukraine. L'une des principales raisons pour lesquelles Poutine veut diviser l'OTAN est de limiter le soutien qui parvient à l'Ukraine. Des divisions créent des conflits, et les conflits entraînent des débats sur les armes à envoyer et sur la question d'en envoyer ou non. D'un seul coup,
La Roumanie a prouvé à Poutine qu'elle ne cédera pas face à l'intimidation et continuera de soutenir l'Ukraine. Elle est même prête à cibler activement les actifs russes présents sur son territoire. Cela veut-il dire que la Roumanie ira en Ukraine et mènera des opérations transfrontalières ? Non. Cela signifie sans doute que la Roumanie renforcera son soutien à l'Ukraine. C'est important car la Roumanie jouait déjà un rôle clé dans l'effort de guerre ukrainien. Le Kiev Post a désigné la Roumanie comme centre le plus accueillant pour l'Ukraine en janvier, soulignant son statut de troisième grand axe d'acheminement de l'OTAN pour les armes données à l'Ukraine par les membres de l'Alliance. La Roumanie sera aussi sans doute un partenaire clé pour la reconstruction future de l'Ukraine, grâce à sa situation dans le corridor du Danube et au projet actuel de modernisation des routes et chemins de fer. Tout cela fait déjà de la Roumanie un centre logistique clé pour l'Ukraine, et cela ne fera que se développer et se renforcer avec le temps. En mars, la Roumanie et l'Ukraine ont signé un nouvel accord stratégique, mettant fin aux complications passées, issues de différends territoriaux, et établissant les deux nations comme des alliés solides face à l'agression russe. Également en mars, le président roumain, Nikos Orashan, a annoncé que son pays soutient l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui constitue un autre lien avec l'Occident collectif que Poutine ne veut pas voir se réaliser. Lorsque la Russie a envoyé des drones en Roumanie, le week-end du 24 juillet, elle pensait qu'il s'agirait d'un test comme les autres. Encore une tentative de repousser les limites et d'intimider une nation plus petite. Mais le test s'est retourné contre Poutine. La Roumanie a répondu aux drones russes en les détruisant, et, ce faisant, elle a affiché clairement sa position. Non seulement alliée de l'Ukraine, mais aussi nation clé d'une nouvelle ligne de front entre l'OTAN et la Russie. La doctrine a changé. L'observation s'est transformée en annihilation. Désormais, Poutine sait qu'il risque gros à chaque provocation contre la Roumanie. Ce mois a été difficile pour la Russie, qui tente de servir le désir obsessionnel de Poutine de s'emparer de l'Ukraine et de nuire à l'OTAN. En Ukraine, les généraux russes, voulant plaire à Poutine, lui ont affirmé que la Russie avait pris Konstantinivka. Les généraux mentaient. Les forces ukrainiennes ont attiré les soldats russes dans un piège destructeur. Découvrez ce piège et ses conséquences dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre émission sur l'actualité militaire et d'activer la cloche de notification pour suivre notre couverture des derniers développements militaires en Ukraine, en Europe et ailleurs. Merci comme toujours de nous avoir suivis.